Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. En Angola, José Eduardo dos Santos est de retour dans son pays. L'ancien président a passé 2 ans en Espagne. 2 de ses fils sont poursuivis par la justice pour des faits de corruption. En Tunisie, le président a dénoncé la mafia qui s'est emparée du pays. Kais Saied s'exprimait devant des juristes. Il a suspendu le Parlement depuis plusieurs semaines. Et puis au Togo, le gouvernement reçoit le feu vert du Parlement dans la lutte contre le coronavirus. Les députés ont prorogé de 12 mois l'état d'urgence sanitaire. Le vote est intervenu ce mardi. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Il est de retour au pays, en Angola. L'ancien président José Eduardo dos Santos, dont le clan a été ciblé par une vaste campagne anti-corruption, s'est rendu en Angola. Ceci après plus de 2 ans passés en Espagne. Détail. L'ancien président de la République, José Eduardo dos Santos, est rentré ce mardi en Angola. Selon l'agence de presse gouvernementale, il a atterri dans la capitale Luanda dans la matinée. José Eduardo dos Santos avait quitté l'Angola pour Barcelone en avril 2019, officiellement pour raison de santé. La durée de son séjour en Angola n'a pas été précisée. Aujourd'hui âgé de 79 ans, José Eduardo dos Santos est accusé d'avoir largement détourné les ressources nationales en favorisant sa famille et ses proches. Selon la Constitution, il reste protégé de toute poursuite criminelle par son statut d'ancien président jusqu'en 2022. C'est en effet cette année que se tiendront les élections présidentielles parlementaires et locales. Mais son entourage et les membres de sa famille ces dernières années n'ont pas été épargnés par une vaste opération main propre menée par son successeur depuis 2017 et ancien ministre de la Défense, João Lourenço. Au nom de la lutte contre la corruption, ce dernier a écarté la garde rapprochée de son prédécesseur des instances dirigeantes du parti au pouvoir, des institutions et des entreprises publiques. Ses enfants aussi ont été ciblés. Première femme milliardaire d'Afrique, sa fille Isabelle dos Santos a été débarquée de la tête de la compagnie pétrolière nationale Sonangol. Ses avoirs angolais ont été gelés et elle a été inculpée d'une flopée de crimes financiers. Elle est soupçonnée avec son mari, l'homme d'affaires congolais Sindika Dokolo, d'avoir détourné $1 milliard d'argent public. Son fils, José Filomeno dos Santos, a lui été condamné à 5 ans de prison pour avoir détourné de l'argent provenant du Fonds souverain de l'Angola qu'il a supervisé de 2013 à 2018. En Guinée-Conakry, les militaires qui ont pris le pouvoir dans le pays ont ouvert depuis ce mardi des concertations avec différentes couches de la société. Elles durent 4 jours, c'est-à-dire jusqu'au vendredi prochain, avec pour objectif affiché la définition du contenu d'une transition censée donc ramener les civils à la tête du pays. Jusqu'à vendredi, vont se succéder auprès des putschistes les chefs des partis politiques, puis ceux des confessions religieuses, suivis par la société civile, les diplomates étrangers, les patrons des compagnies minières ou encore les syndicats. Les discussions qui se sont ouvertes en fin de matinée ce mardi au Palais du Peuple, siège du Parlement, se sont déroulées à huis clos sans les médias internationaux, mais plusieurs participants ont ensuite indiqué que le nouveau maître du pays, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, s'était montré rassembleur et à l'écoute lors de cette première rencontre. Il a rappelé les motivations du putsch du 5 septembre contre le président Alpha Condé, détenu depuis, mais n'a donné aucun détail selon les participants sur la transition à venir qui doit être confiée à un futur gouvernement d'union nationale. Ce coup d'État est, selon le lieutenant-colonel Doumbouya, le résultat de l'échec de l'ensemble de la classe politique, militaire et autres de ce pays qui a trahi les valeurs de l'indépendance, a affirmé l'ancien Premier ministre Sidya Touré,
un des dirigeants de l'opposition à Alpha Condé. Un ex-ministre d'Alpha Condé, Papa Koli Kourouma, a également affirmé que le putschiste avait jugé les élites politiques et militaires responsables de tout ce qu'il s'est passé en Guinée depuis l'indépendance. C'est une prise de contact et il faut la prendre comme telle, a expliqué Papa Koli Kourouma, estimant que d'autres rencontres seraient nécessaires pour aboutir à des propositions plus consistantes. Avant l'ouverture des consultations, des dizaines de représentants des partis qui ont appris cette convocation par les communiqués de la junte lus à la télévision nationale se bousculaient pour passer une porte étroite gardée par des soldats. Bien que seule une personne par parti ait été conviée, beaucoup sont venus à plusieurs au risque d'être refoulés, avec parmi eux de nombreuses formations jusqu'alors inconnues. Au Gabon, le poste de Noureddine Bongo Valentin, le fils du chef de l'État, son poste à la présidence a été supprimé. Face à de nombreuses interrogations, la présidence de la République soutient qu'il ne s'agit pas d'un limogeage. Reportage. Réuni en Conseil des ministres ce lundi, le gouvernement gabonais a décidé de supprimer le poste de Noureddine Bongo Valentin à la présidence. La décision étant prise, il sera remis à la disposition de son administration d'origine. Noureddine Bongo Valentin occupait le poste de coordinateur général des affaires présidentielles depuis 21 mois. Rien ne présageait d'une telle issue, tellement ce fils du chef de l'État Ali Bongo Ondimba était présenté comme la tour de contrôle du palais présidentiel. Il avait à peine 27 ans lorsque le 5 décembre 2019, Noureddine Bongo Valentin a été nommé coordinateur général des affaires présidentielles. L'opposition avait tout de suite soupçonné une volonté d'Ali Bongo de préparer son fils à sa succession. Le palais présidentiel avait à l'époque expliqué que le chef de l'État avait besoin d'un homme de confiance à ses côtés. Durant ces 21 mois d'activité, Noureddine a été au cœur des grandes décisions et des grands dossiers. Dans une lettre ouverte qu'il a remise à son père, après avoir été renvoyé à son administration d'origine, Noureddine Bongo Valentin a revendiqué plusieurs succès, par exemple le récent accord avec le Fonds monétaire international, le toilettage de la dette intérieure, mais aussi le lancement des chantiers des infrastructures. L'éviction de Noureddine Bongo Valentin est comme un mini-séisme politique au Gabon. Si la présidence soutient qu'il ne s'agit pas d'un limogeage, l'opposition affirme de son côté que les explications données pour justifier son limogeage sont peu convaincantes. Et on reste toujours en politique où en Gambie, à 2 mois de l'ouverture de la campagne pour l'élection présidentielle, l'alliance entre le parti du président Adama Barrow et celui de son prédécesseur Yahya Jammeh, accusé de violation des droits humains, agite ce pays. Le centre gambien pour les victimes, notamment les violations des droits de l'homme, voit donc en cette alliance une menace pour l'application par le gouvernement des recommandations de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation. L'accord entre le Parti national du peuple du président gambien Adama Barrow et l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction de son prédécesseur Yahya Jammeh en vue de l'élection du 4 décembre prochain a ulcéré le Centre gambien pour les victimes de violation des droits de l'homme. Cette ONG a souligné dans un communiqué que cette alliance survient au moment où la commission Vérité, Réconciliation et Réparation est sur le point d'achever sa mission et de remettre son rapport final et ses recommandations au président Barrow. Elle y voit une menace pour l'application par le gouvernement des recommandations de la commission et accuse le chef de l'État d'abandonner les citoyens gambiens éplorés pour retourner dans les bras de Jammeh et son parti terroriste dans le seul but de se maintenir au pouvoir. En 2 ans d'audition devant la commission Vérité, Réconciliation et Réparation, plus de 370 témoins ont raconté des assassinats, des tortures, un massacre de migrants ouest-africains pris pour des mercenaires ou encore des viols, tous imputés à Yahya Jammeh et à son règne de 22 ans sur cette ancienne colonie britannique marquée du sceau de la paranoïa, selon ses détracteurs. Le président Adama Barrow a fait savoir de longue date qu'il attendrait les recommandations de la commission pour éventuellement demander des poursuites judiciaires contre Yahya Jammeh. Le président tunisien Kaïs Saïed a affirmé ce mardi que son pays était gouverné par une mafia, s'en prenant à des responsables politiques qu'il accuse d'ailleurs de corruption et affirme donc vouloir combattre cette mafia en s'arrogeant les pleins pouvoirs depuis le mois de juillet.
C'est un État à deux régimes. Un régime apparent, celui des institutions, et un régime réel, celui de la mafia qui gouverne la Tunisie, a déclaré le président Saïed en recevant des juristes, selon une vidéo publiée sur la page Facebook de la présidence. Je ne dialoguerai pas avec les voleurs, a-t-il ajouté. Saïed a annoncé ce week-end la nomination dans les plus brefs délais d'un nouveau gouvernement et évoqué une réforme à venir de la Constitution. Le gouvernement viendra, mais il faut savoir quelle politique il mettra en œuvre. Le but est de répondre aux revendications du peuple tunisien, a ajouté mardi le président. Depuis plusieurs jours, les médias spéculent sur l'annonce prochaine d'un gouvernement provisoire, suivi d'une révision de la Constitution devant ensuite être soumise au suffrage universel via un référendum avant de nouvelles élections législatives. Théoricien du droit, Kaïs Saïed se présente depuis son élection surprise à une large majorité fin 2019 comme l'interprète ultime de la Constitution. Il s'est appuyé sur son article 80 qui envisage des mesures exceptionnelles en cas de péril imminent à la sécurité nationale pour justifier les décisions prises il y a plus d'un mois et demi. Nombre de Tunisiens les ont accueillis avec enthousiasme car exaspérés par leur classe politique. Ils attendent des actes forts contre la corruption et l'impunité dans un pays en grave difficulté sociale et économique. Mais opposants, partis politiques, magistrats et avocats ont dit craindre une dérive autoritaire. Le parti d'inspiration islamiste Ennahda, principal rival de Saïed et qui disposait du plus grand nombre de sièges dans le Parlement gelé, a exprimé son rejet catégorique de toute suspension de l'application de la Constitution ou changement du système politique, possiblement via un référendum. Le Togo a prolongé mardi dernier de 12 mois l'état d'urgence sanitaire suite à la recrudescence des nouveaux cas liés au coronavirus. Ces dernières semaines, le gouvernement avait demandé 6 mois de prorogation, mais l'Assemblée nationale, à l'unanimité, a approuvé la demande, mais lui a donc accordé 12 mois pour bien mener la lutte. Détail. L'Assemblée nationale du Togo a pris sa responsabilité en donnant une large période au gouvernement, soit 12 mois pour bien mener la lutte contre la Covid, a déclaré son président Yawa Djiboudi Tsegan. Décrété début avril 2020, l'état d'urgence sanitaire a été déjà prorogé plusieurs fois. Selon la première ministre, Victoire Tomengan-Dogbe, le contexte particulier qui dépasse le cadre de la gestion courante de l'État exige néanmoins de pouvoir disposer de l'ensemble des outils permettant de prendre des dispositions idoines, de réagir promptement et d'agir efficacement pour la protection de la population. Le Togo a recensé 23 778 cas de Covid-19, dont 207 décès et 18 746 patients guéris, selon les chiffres officiels publiés lundi soir. Le pays fait face ces dernières semaines à une augmentation de nouvelles contaminations et des décès, ce qui a poussé le gouvernement à prendre, jeudi dernier, une série de mesures, dont la fermeture des lieux de culte et l'interdiction des mariages, manifestations culturelles, sportives et politiques pour 1 mois. Les funérailles sont interdites et les bars et discothèques ont également fermé leurs portes pour la même période. Par ailleurs, l'accès aux bâtiments administratifs est désormais subordonné à la présentation d'une preuve de vaccination.